Bienvenue sur notre live TV AFIC. Nous sommes en direct du pavillon Gabriel où va démarrer dans quelques minutes la conférence annuelle des investisseurs pour la croissance. Donc cette année, c'est la 17e édition. C'est une conférence qui est organisée chaque année par l'AFIC et on va vous proposer à cette occasion, tout au long de la matinée, des courtes interviews de personnalités du monde du capital investissement. Donc je vous propose qu'on démarre sans plus attendre avec Dominique Gaillard. Dominique, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes, ou en tout cas jusqu'à hier, vous étiez, on va en reparler, vice-président de l'AFIC et président de sa commission Relations Investisseurs. C'est exact. Et donc à ce titre, c'est vous qui avez piloté l'organisation de cette conférence annuelle. Donc peut-être d'abord vous pourriez nous dire un mot pour les gens qui nous regardent sur l'intérêt de cet événement pour la profession. Je crois que cette conférence annuelle, c'est le rassemblement de la profession qui est tout à la fois l'occasion de se retrouver entre professionnels de façon conviviale et d'écouter des intervenants de grande qualité et qui viennent apporter des éclairages complémentaires sur notre industrie, sur son environnement. Pour la première fois, c'est aussi le moment où la gouvernance de l'AFIC se renouvelle puisque nous avons décidé de coupler l'Assemblée générale annuelle de l'association qui a eu lieu hier avec cette conférence. Et puis, pour la première fois aussi, nous avons voulu transformer la formule du dîner d'hier soir en lui donnant une vocation caritative. Et nous avons eu le plaisir hier de mettre à l'honneur l'Institut du service civique, dont son président fondateur, Martin Hirsch, est venu nous présenter les objectifs de l'association et les résultats déjà tout à fait spectaculaires qu'il a atteints avec cet institut. Et donc cette année, de manière plus spécifique pour cette conférence annuelle qui a lieu aujourd'hui, quels sont les grands enjeux qui ont orienté un peu l'organisation, le choix des intervenants, des débats? Outre les éléments d'actualité qui sont attendus par nos confrères chaque année, on a voulu cette année mettre encore l'accent sur la volonté de l'AFIC de travailler avec l'ensemble de son écosystème, y compris avec les dirigeants politiques, avec la presse économique, et de se centrer sur le rôle essentiel des investisseurs en capital dans la cité. Moi, j'y suis très très attaché. Cela passe notamment par la mise en lumière de la contribution des investisseurs à l'industrialisation ou à la réindustrialisation de la France. C'est des grands mots, mais c'était vraiment une conviction forte que nous avons dans la profession. Et puis à la consolidation et la transformation des PME et des ETI. D'où la place laissée cette année à des entreprises qui ont bénéficié du soutien en capital et aux compétences des fonds. Je vous donne quelques exemples d'entreprises dont vous allez voir les présidents aujourd'hui. Bioclinique, Vexam, Believe Digital, Marle, Daloyo et Vinci Park. Donc un panel très très complet d'entreprises à différents stades de leur développement. Au-delà du travail de conviction que nous avons mené auprès des pouvoirs publics et des investisseurs institutionnels sur l'intérêt de notre classe d'actifs, je pense que nous avons un travail à faire en direction des entreprises françaises. Nous pouvons être fiers du dynamisme de nos acteurs et de leurs performances, mais je crois qu'il y a encore trop d'entreprises françaises qui sont réticentes à faire intervenir des acteurs de capital à leur capital. Et c'est à nous de les convaincre dans les années qui viennent de faire tomber leurs préjugés et de voir tout ce que les investisseurs en capital peuvent leur apporter. D'accord, très bien. Et donc vous en parliez, l'Assemblée générale de l'AFIC s'est tenue hier. Et donc vous avez passé la main à Agnès Naoum à la tête de la commission Relations Investisseurs. Donc peut-être c'est l'occasion pour nous de faire un point sur votre bilan. Quel est votre bilan à la tête de cette commission? Ce que je peux dire, c'est qu'en plus de l'organisation de cette journée, qui prend pas mal de temps et d'efforts, il y a deux grands axes qui ont mobilisé mon action à la tête de cette commission Relations Investisseurs. Le premier, c'est la promotion du capital investissement français vis-à-vis des investisseurs étrangers. On a fait des forums annuels depuis 2 ans qui se tiennent en septembre chaque année. Le prochain, ce sera donc en septembre à Paris. Et où des GP européens, des LP européens rencontrent des GP français pour apprendre mieux ce que c'est que l'environnement macroéconomique français du capital investissement. Et puis l'après-midi, il y a des one-to-one entre GP et LP. Et de la même façon, nous avons organisé des roadshows à l'étranger, où nous allons cette fois-ci, où des GP vont à la rencontre de LP dans les pays qui ont été l'objet de ces voyages,
le Canada en 2012, Amsterdam-Londres en 2013, les États-Unis en 2014 et cette année, nous allons en novembre et en octobre en Suisse et en Allemagne. Et puis le deuxième axe, c'est vis-à-vis des institutionnels français, avec la création d'un club LP, qui est une initiative de cette année, animée par Hélène Falchier, qui est de la CNP, et l'organisation d'une matinée didactique vis-à-vis des investisseurs français qui sont encore peu enclins, voire réticents à investir dans le capital investissement. Et cette journée est dynamique pour leur montrer que leurs réticences sont souvent des préjugés qui ne résistent pas à l'épreuve des faits. La première édition a eu lieu en juillet l'année dernière et la deuxième édition va avoir lieu le 1er juillet 2015 à la Maison de la Chimie. Et enfin, nous prolongeons ces efforts avec une collaboration avec leurs associations professionnelles, la FFSA, le GEMA, la F2I, de façon à lever ces freins d'investissement de la part de ces institutionnels français. Très bien. Merci Dominique Gaillard. Merci beaucoup. Et je vous propose... bonne chance à la journée du capital investissement. Merci. Et nous nous retrouvons donc dans quelques minutes avec Éric Neplanche, vice-président du tout nouveau club des fonds d'entrepreneurs de l'AFIC. Nous rejoindre à nouveau sur notre live TV en direct au pavillon Gabriel pour notre conférence annuelle. Nous sommes rejoints par Éric Neplanche. Éric Neplanche, vous êtes associé fondateur chez Capital Croissance et vice-président du club des fonds d'entrepreneurs de l'AFIC, dont vous allez nous dire quelques mots. D'abord, un fonds d'entrepreneur, qu'est-ce que c'est exactement ou qu'est-ce que vous définissez comme étant un fonds d'entrepreneur au sein de ce club ? Alors, je vais essayer d'être assez succinct. Un fonds d'entrepreneur, avant tout, c'est un fonds d'investissement, hein, puisque tous les membres du club sont adhérents à l'AFIC. Donc, les fonds sont gérés par des équipes d'investisseurs professionnels. Comme le nom l'indique, en fait, tous ces fonds sont marqués par l'entrepreneuriat à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que tous les fonds ont été créés de rien par les équipes de gestion, donc un mouvement très entrepreneurial. Et ensuite, en fait, et c'est la principale caractéristique, c'est que ces fonds sont financés essentiellement par des investisseurs privés, donc entrepreneurs, chefs d'entreprise, grandes familles, etc. Voilà, donc c'est ça l'ADN commun, c'est l'entrepreneuriat à la fois sur les équipes de gestion et sur les souscripteurs. Et l'idée de tous ces fonds d'entrepreneurs, donc nous sommes 17 aujourd'hui dans le club, c'est de pouvoir mettre à disposition des sociétés dans lesquelles on investit, non seulement l'argent, mais également le réseau, l'expérience, le savoir-faire des souscripteurs de ces fonds d'entrepreneurs. D'accord. Et pourquoi vous réunir spécifiquement maintenant ? Alors en fait, c'est un mouvement, les fonds d'entrepreneurs, c'est un mouvement qui est relativement récent, qui a démarré dans les années 2000 avec plutôt des fonds d'amorçage et de venture. Et puis en fait, ce mouvement s'est accéléré sur les 2-3 dernières années sur des fonds plus axés sur le capital développement et la capital transmission. Et on s'est rendu compte avec Isabelle de Bayens, qui est à l'origine avec moi de ce club et qui en est la présidente, qu'on commençait à être de plus en plus nombreux. Je pense qu'on est aujourd'hui un peu plus d'une vingtaine. Les premiers membres fondateurs du club, on est 17. Voilà, et donc on s'est dit, il y a un mouvement de fond. On est tous dispersés aujourd'hui, mais on commence à peser assez significativement, puisque c'est plusieurs centaines de millions d'euros d'actifs sous gestion et environ 1000 investisseurs. Donc c'est quand même très significatif. Et donc on s'est dit que c'était le bon moment de se réunir et de se regrouper. D'accord, donc là déjà quelques premiers chantiers, premiers travaux, lesquels en particulier ? Alors les premiers chantiers cette année, c'était déjà effectivement de mettre, puisqu'on est malgré tout relativement différents, même si on a un ADN commun, puisqu'il y a des SR, il y a des FPCI, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais au niveau juridique, on n'est pas tous sous la même forme juridique, on n'est pas sur les mêmes segments de marché, il y en a qui sont beaucoup sur l'amorçage, d'autres qui sont plus sur le LBO. Voilà, donc il fallait d'abord mettre tous ces gens autour de la table et comprendre les problématiques de chacun. On s'est vite rendu compte en fait qu'il y avait des problématiques communes à tous ces fonds, puisqu'on est des fonds de petite taille, hein, ça va de 10 millions à 100 millions d'euros pour cadrer un peu les choses. Et donc les problématiques communes à tous ces fonds, c'est un problème de visibilité, puisque par manque de moyens et comme on est petit, seul on est moins visible que des gros fonds de place. Donc un premier objectif du club, c'est de rendre ces fonds d'entrepreneurs beaucoup plus visibles.
Ensuite, il y a des problématiques réglementaires et d'ordre fiscal. Réglementaire, c'est qu'on a exactement la même réglementation qu'un fonds qui gère plusieurs milliards d'euros. Et donc, vous pouvez l'imaginer, un fonds qui gère 10, 20, 30, 40 millions d'euros, c'est beaucoup plus difficile pour lui pour se soumettre à toute cette réglementation qui est très lourde au niveau réglementaire. Donc, on va essayer en fait de faire valoir le fait qu'en étant plus petit, on devrait un peu alléger les contraintes réglementaires. Ça, c'est le deuxième objectif du club. Et le troisième, c'est la fiscalité. Puisque en fait il y a différents moyens d'obtenir encore plus d'argent d'investisseurs privés dans ces fonds. On a tous fait ce constat dans nos levées de fonds qu'il y a une envie des entrepreneurs français de réinvestir dans l'économie française au travers du capital investissement et notamment des fonds d'entrepreneurs, mais qu'il y a encore pas mal de barrières fiscales. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a 2-3 freins qu'on pourrait lever et qui permettraient vraiment d'obtenir encore plus d'argent pour l'économie française. D'accord. Alors, vous intervenez aujourd'hui à notre conférence annuelle dans le cadre d'un panorama des levées de fonds. Peut-être plus largement, est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot sur votre vision du marché ? Alors oui, moi j'ai été en levée de fonds de mi-2012 jusqu'à mi-2014 environ. Donc j'ai une vision un peu historique de ce qui s'est passé sur les 2-3 dernières années. Et c'est vrai qu'il y a ça a beaucoup bougé. C'est-à-dire que 2012, clairement, le marché était fermé. On était encore en crise, le French bashing. Bon, il y a eu en plus une première loi de finances qui a été assez contraignante pour l'image de la France en général pour les investisseurs. Donc très clairement, à la fois les investisseurs privés français, à la fois les investisseurs institutionnels étrangers, vous voyez la France pas d'un très bon œil. Donc 2012-2013 vraiment compliqué. Et clairement on voit depuis fin 2013, début 2014, et le mouvement s'amplifie je pense cette année, qu'il y a une réouverture forte des vannes des investisseurs pour le private equity, très clairement. Je crois que la levée de fonds de l'année dernière, d'ailleurs, ça doit être 10 milliards d'euros si ma mémoire est bonne. Donc on revient à peu près sur des montants des années 2007, donc avant crise. Ça a pris 7 ans pour revenir et je pense que le mouvement est amorcé. En tout cas, ce que j'entends autour de moi, c'est des levées de fonds qui se passent plutôt bien, plutôt rapides, avec quand même une dichotomie forte, assez paradoxale. C'est les très très gros fonds ont une capacité à lever très vite, beaucoup d'argent. Il y a eu quelques succès récents en quelques mois, ce qu'on n'avait pas vu depuis de nombreuses années. Et c'est vrai que pour des plus petits fonds, comme les fonds d'entrepreneurs, c'est plus compliqué. Ça s'explique par le fait que les investisseurs institutionnels, notamment, de plus en plus veulent mettre des tickets d'investissement par fonds ou par société de gestion de plus en plus gros. Et avec les ratios de taux d'emprise, etc., ce qui fait que déployer moins de 10 millions d'euros dans un fonds, ça devient peu intéressant pour un gros institutionnel. Et du coup, ça pénalise beaucoup les petits fonds. Donc voilà un peu les tendances. C'est-à-dire vraiment, on sent depuis 12 mois que les levées de fonds se passent de mieux en mieux. Il y a une fenêtre vraiment très favorable en ce moment. Je pense que ça va perdurer parce qu'il y a aussi une reprise de l'économie et puis d'autres éléments macro qui sont bons, mais avec cette dichotomie toujours assez difficile pour les petits fonds et plus dur pour les gros fonds. Et l'autre grosse tendance, c'est une tendance de consolidation du marché que l'on voit quand même depuis 12-18 mois également. Il y a eu le rachat par Bridgepoint de RCP par exemple, il y a eu le rachat récent de Xange par Ciparex, de Perfectis par HLD. Bon, il y a plusieurs exemples comme ça depuis 12-18 mois et je pense que le mouvement va s'accélérer. C'est en plus une volonté aussi du plus gros investisseur français qui est BPI de voir des sociétés de gestion de plus en plus importantes et de consolider un peu le métier en France. Très bien. Bien, merci pour cette petite introduction donc à ce panorama des levées de fonds que vous nous ferez en direct tout à l'heure pendant notre conférence annuelle. D'ailleurs, vous serez sur scène avec Hélène Falchier, qui est donc présidente du club LPs et qui nous rejoindra tout à l'heure à son tour. Ce sera la prochaine intervention. Hélène Falchier qui viendra nous parler du club LPs. Merci. Alors après ce teasing façon cinéma muet, nous sommes de retour avec du son cette fois sur notre live TV AFIC
toujours en direct du pavillon Gabriel pour notre conférence annuelle, et toujours avec Hélène Falchier, responsable des investissements Private Equity chez CNP Assurance. Merci Hélène de nous rejoindre et de participer à cette Live TV. Vous êtes nouvellement présidente du club LPs de l'AFIC. Pourquoi avoir créé maintenant au sein de l'AFIC un club LPs ? Alors, toutes les grandes associations européennes aujourd'hui regroupent des investisseurs et des sociétés de gestion. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent de l'AFIC, qui ne représentait que les sociétés de gestion. Par exemple, l'IVCA en Europe regroupe bien un mix entre des investisseurs, des sociétés de gestion, donc des GP et des LPs. Et donc, ça nous semblait intéressant d'avoir ce mix pour animer les débats. D'autre part, aujourd'hui, le private equity est une classe d'actifs à part entière dans toutes les allocations d'actifs des institutionnels, de par l'environnement économique, mais également la maturité de cette classe d'actifs. Donc voilà, tous ces éléments faisaient que c'était le bon moment pour lancer ce club LPs au sein de l'AFIC aujourd'hui. Alors effectivement, c'est un club qui est encore jeune, mais est-ce que peut-être on peut dire un mot sur déjà un peu la composition du club LPs? Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'attentes autour de ce club. Donc, Alors pour le moment, il y a eu une première réunion, hein, donc c'est vrai que c'est un peu tôt pour dire, mais une première réunion où nous étions 9 investisseurs autour de la table, donc c'est assez prometteur. Par ailleurs, voilà, j'ai reçu beaucoup d'intérêt de la part des grands investisseurs en France pour participer à ce club. Donc ce club regroupe des investisseurs institutionnels, que ce soit donc compagnies d'assurance comme CNP Assurance, des mutuelles, mais également des corporates, BPI France, la Caisse des dépôts. Voilà, pour animer ces débats, donc des investisseurs qui ont parfois énormément d'expérience déjà sur cette classe d'actifs, et d'autres qui sont entrés plus récemment comme investisseurs dans cette classe d'actifs. Surtout le but, et ce que j'espère, c'est de pouvoir attirer des investisseurs qui aujourd'hui s'interrogent sur l'opportunité d'investir en private equity et de pouvoir les accompagner dans cette démarche. D'accord. Et justement, les premiers travaux, un peu plus précisément, du club LPs, et quels seront-ils? Alors le but du club LP, c'est avant tout de mieux se connaître en tant qu'investisseur, puisqu'on s'est rendu compte qu'on avait un déficit en fait de connaissances les uns vers les autres et des différentes stratégies qu'on pouvait mener. Donc de mieux se connaître, pouvoir partager nos problématiques, mais également les bonnes pratiques que l'on a pu mettre en place les uns et les autres. Et puis après, on a en effet identifié un certain nombre de sujets sur lesquels on souhaite travailler et mutualiser nos efforts, comme par exemple le reporting, la transparence, la comptabilisation, et également le suivi de la réglementation qui évolue énormément, sur lequel on peut certainement mutualiser notre compréhension pour pouvoir mieux y répondre. Vous participez aujourd'hui, Hélène Falchier, à notre conférence dans le cadre d'un panorama des levées de fonds. Peut-être déjà en avant-première, encore une fois, peut-être un petit teasing, un mot sur votre vision du marché? Alors, c'est un marché qui est assez... c'est un marché de ces levées de fonds qui aujourd'hui est assez particulier, puisqu'on voit une réelle dichotomie de ce marché, avec un marché des levées de fonds à 2 vitesses. Donc certains fonds se lèvent très rapidement et avec des montants très importants en fait, et d'autres fonds, d'autres sociétés de gestion, d'autres équipes vivent plutôt ces levées de fonds comme un parcours du combattant avec beaucoup plus de difficultés. Donc c'est vrai que et aujourd'hui c'est assez difficile de donner finalement une recette pour bien réussir sa levée de fonds. Ça dépend de beaucoup d'éléments. En tout cas, il y a des éléments qui sont nécessaires aujourd'hui pour bien réussir une levée de fonds. Une stratégie qui a été éprouvée avec un track record voilà, à la mesure de cette stratégie, une composition d'équipe, une équipe qui est capable de délivrer cette stratégie. Voilà, ce sont des éléments en tout cas nécessaires. Après, aujourd'hui, à partir d'une certaine taille de fonds, il est nécessaire de pouvoir attirer des investisseurs étrangers. Et c'est parfois là où certaines équipes ont plus de difficultés, mais pas toutes, puisqu'aujourd'hui, on accompagne quand même des équipes françaises qui réussissent très très bien dans cet exercice assez difficile. D'accord, donc merci pour déjà cette petite intro. Merci d'avoir dit quelques mots sur le club LPs, dont vous êtes présidente, Hélène Falchier, je le rappelle. Voilà pour le club LPs. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants et on aura l'honneur d'accueillir le président de l'AFIC, Michel Chabanel, qui viendra dire quelques mots à mi-mandat.
Merci, à tout à l'heure. Je suis maintenant avec Michel Chabanel, président de la FIC. Bonjour Michel. Bonjour Sophie. Alors peut-être que vous pourriez tout simplement commencer par nous dire un mot sur cet événement, la conférence annuelle, et sa spécificité par rapport à la cinquantaine d'autres événements qu'organise la FIC chaque année. Alors la grande spécificité de cet événement, c'est que c'est l'événement majeur de la profession. Et la première caractéristique, l'objectif, c'est de réunir l'ensemble de la profession, mais pas seulement les gens, les investisseurs, mais également tous les intervenants dans le secteur, c'est-à-dire nos conseils, nos partenaires qui interviennent, également les LPs, et également des intervenants extérieurs, puisqu'on a aussi des gens du pouvoir public qui se joignent et qui viennent voir ce qui se passe dans notre métier. Donc c'est la première caractéristique la plus importante, être vraiment l'événement de référence de nos métiers. Deuxième chose, c'est aussi l'occasion pour l'ensemble de notre profession de faire le point sur notre activité, d'avoir les informations, quelles sont les activités, ce qui s'est passé et être informé. Et enfin, c'est aussi pour nous, et je pense que c'est important, une vitrine de notre métier. C'est le moyen de communiquer pour nous aussi, de faire savoir le rôle et le poids de notre métier, le capital investissement dans notre économie nationale. D'accord. Alors sur un autre sujet, l'Assemblée générale de la FIC s'est tenue hier. L'occasion peut-être de rappeler que ça fait 1 an que vous êtes président de la FIC, presque 1 an. Si vous deviez faire un bilan à mi-mandat, qu'est-ce que vous diriez sur ce qui a été accompli d'ores et déjà ? Alors je ne me prêterai pas à l'exercice de dresser un bilan parce que ce serait prétentieux, parce que c'est un travail de longue haleine. Il y a énormément de choses qui ont été initiées par mes prédécesseurs et qu'on continue et qu'on essaye de défendre. Non, ce que je pourrais dire, c'est c'était une année très active, très chargée, avec beaucoup de projets, avec beaucoup aussi d'événements ponctuels où il a fallu défendre les intérêts de la profession, que ce soit la loi d'amont avec l'information des salariés avant les sessions, que ce soit les réglementations AIFM, etc. Et avec un grand projet, je dirais, qui a été mené par la FIC depuis maintenant un peu plus de 12 mois, 18 mois, qui est la création d'un nouveau véhicule d'investissement, la SLP, où j'espère on va arriver à bout dans les semaines qui viennent et on va pouvoir l'utiliser et j'espère que ça nous aidera à lever plus facilement des fonds auprès d'investisseurs internationaux. D'accord. Vous mettez ça dans les grands enjeux pour 2015, est-ce qu'il y en a d'autres ? Alors, pour moi, toujours les 2 grands enjeux de notre profession, parce que le reste un peu en découle, c'est notre image, parce que malheureusement en France, le capital est toujours décrié, et notre métier est finalement pas toujours très bien compris, et on s'aperçoit qu'on a besoin de communiquer plus, de faire comprendre notre métier, de ce qu'il apporte. Donc ça c'est l'enjeu je pense de la FIC, mais pas seulement pour l'année prochaine, mais pour les prochaines années. Et le deuxième enjeu qui est important, c'est que pour pouvoir investir, pour pouvoir soutenir des entreprises, pour les aider à se développer, il faut qu'on lève des capitaux, il faut qu'on ait des capitaux à investir, donc il faut qu'on soit capable de lever des capitaux. Et donc un des enjeux de la FIC, qui est de l'année prochaine, mais également aussi des années suivantes, c'est faire en sorte que les investisseurs institutionnels, les poches d'épargne, on puisse faciliter l'orientation de ces poches d'épargne vers le capital investissement. Et quels vont être un peu les moyens mis en œuvre pour parvenir à ces objectifs ? Comment la FIC va-t-elle se mobiliser ? Je dirais que c'est difficile d'identifier des grands moyens, c'est des moyens de tous les jours. On voit que le rôle de la FIC, c'est de rencontrer en permanence les pouvoirs publics, les intervenants de marché, les organismes de réglementation. Paul a expliqué hier à l'Assemblée qu'on avait quasiment rencontré plus de 100 interlocuteurs, que ce soit dans les pouvoirs publics, députés, etc. De la même manière auprès des journalistes. Donc c'est ça notre rôle, c'est un rôle quotidien pour essayer de faire passer le message et pour essayer de faire progresser notre métier. Grand projet quand même qu'on a à la FIC, c'est de définir quel doit être notre métier à l'horizon de 5 ans. Ça fait maintenant plusieurs mois qu'on travaille sur une sorte de business plan de la FIC, c'est un peu original de dire ça, mais on le fait très fréquemment dans les sociétés dans lesquelles on investit. Donc on s'est dit on doit le faire de la même manière pour notre profession. C'est quel est l'horizon de 5 ans, ce que sera notre métier, comment on va le développer, quelle doit être sa taille, quel doit être son poids dans notre économie. Très bien, je vous remercie pour cet entretien. Je vous en prie, merci. Et on se retrouve dans quelques minutes pour un entretien avec France Vassot, directrice des affaires juridiques et fiscales à la FIC, pour évoquer ce dont on parlait Michel Chabanel tout à l'heure, la société de libre partenariat. Voilà. Merci.
De nouveau en direct sur notre live TV AFIC, au pavillon Gabriel, au milieu de notre conférence annuelle. Nous avons été rejoints par France Vassaux, directrice des affaires juridiques et fiscales de l'AFIC. France qui sort de scène et qui du coup va nous éclairer sur la SLP ou Société de libre partenariat. C'est un nouveau véhicule dont l'AFIC, sur lequel l'AFIC a travaillé. Qu'est-ce que c'est, France Vassaux, la SLP ? Bonjour Thomas Télandre. La SLP est un véhicule d'investissement équivalent du Limited Partnership de droit anglo-saxon. Il s'agit plus exactement d'un fonds d'investissement alternatif qui se présente sous la forme d'une société de personnes, la société en commandite simple. Il s'agit donc de compléter la gamme déjà existante des véhicules de capital investissement français en permettant aux gestionnaires français d'avoir une nouvelle corde à leur arc pour pouvoir attirer des capitaux d'investisseurs étrangers dans un véhicule de droit français. Donc quelles sont justement les particularités de la SLP par rapport aux fonds déjà existants ? Alors il y a 3 piliers en ce qui concerne les particularités. La première porte sur la gouvernance. C'est une gouvernance qui est renforcée et qui repose sur un partage de rôle entre 2 catégories d'investisseurs, les commandités et les commanditaires, ainsi que l'existence d'un gérant qui peut être par exemple une société de gestion. Elle se cale complètement sur la manière dont les limited partnerships sont gouvernés à l'heure actuelle. Donc elle permettra à des investisseurs internationaux qui connaissent bien le véhicule du limited partnership de droit anglo-saxon de se reconnaître dans cette gouvernance renforcée qui lui permettra, lui, à l'investisseur d'avoir des pouvoirs plus importants sans pour autant être plus impliqué que ça dans la gestion opérationnelle de la société de libre partenariat. Deuxième pilier. Le deuxième pilier, lui, repose sur la flexibilité. Ce véhicule est flexible dans la mesure où il repose sur le principe de la liberté contractuelle, c'est-à-dire que les statuts seront en fait élaborés entre les associés, entre les investisseurs, et ils pourront prévoir toutes les règles qu'ils souhaitent et s'adapter en fait aux souhaits des investisseurs institutionnels. Enfin, le troisième pilier repose plus exactement sur la sécurité juridique, puisque comme il s'agit d'un fonds d'investissement alternatif, par nature, ce véhicule donc sera régulé et soumis donc aux dispositions de la directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs. Il sera donc soumis à la régulation aussi de l'autorité des marchés financiers. Il y aura donc un dépositaire avec une ségrégation des actifs, qui est un point sur lequel les investisseurs institutionnels sont très attachés. Il y aura également un commissaire aux comptes qui auditera les comptes, ce qui permettra une certaine sécurité sur le suivi du portefeuille. Et il permettra également aux investisseurs de pouvoir donc être tenus informés, puisqu'il y a des obligations légales qui s'imposent en termes d'information, tant à l'égard des investisseurs que du régulateur, du fait de la directive AIFM. Alors poursuivons donc cet éclairage sur la SLP, Société de libre partenariat, avec France Vassaux, directrice des affaires juridiques et fiscales de l'AFIC. France, quels seront les investisseurs qui pourront être intéressés par ce véhicule ? Alors, ce véhicule est plutôt à destination en fait, des investisseurs institutionnels, investisseurs professionnels, à destination tant d'investisseurs domestiques que d'investisseurs internationaux. La fiscalité, qui est comme tu le sais Thomas, un point essentiel, une composante importante donc, du facteur de succès de ce projet, a été bien entendu alignée sur celui en fait, des fonds professionnels de capital investissement. Cela signifie qu'un investisseur étranger en fait, sera soumis à la fiscalité applicable dans son pays d'origine, dans son pays de résidence, et que pour les investisseurs nationaux français, ils bénéficieront de la même fiscalité, du même traitement fiscal que s'ils étaient investis dans un fonds professionnel de capital investissement. Naturellement, ce véhicule pourra également émettre des parts de co-investissement pour les membres de l'équipe de gestion. Il ne nous reste plus qu'à savoir quand exactement ce véhicule sera opérationnel. Alors, ce véhicule a été introduit dans le texte de la loi Macron, du projet de loi Macron, qui est en cours d'adoption auprès du Parlement.
Nous avons déjà finalisé la première lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat. Nous attendons donc une position de la commission mixte paritaire qui devrait se tenir le 3 juin prochain. Elle sera suivie en fait par une nouvelle lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui commencera donc à partir du 16 juin à l'Assemblée nationale. Nous espérons et nous comptons sur une publication de ce texte dans le courant du mois de juillet, avec une publication également concomitante des décrets d'application. Si éventuellement vous êtes intéressé pour en savoir davantage, vous familiariser avec ce véhicule, je ne peux que vous inciter à participer au séminaire de formation qui est organisé par le pôle de formation de l'AFIC, qui se tiendra dans la matinée du 5 juin 2015. Merci beaucoup France. Vous l'avez dit, la formation c'est le 5 juin, donc contactez à ce titre le pôle formation de l'AFIC qui est dirigé par Céline Buanic. De notre côté, la journée, notre conférence annuelle se poursuit et prochainement, toujours en direct, nous recevrons Olivier Millet, vice-président de l'AFIC, et Alexandre Lavoisier pour l'IPEM, autour d'une discussion pour parler de ce partenariat entre l'AFIC et l'IPEM. Encore merci France de nous avoir rejoints pour cet éclairage sur la SLP, et à tout de suite. De retour sur notre Live TV AFIC, nous sommes avec Jean-Michel Six, économiste en chef Europe chez Standard & Poor's. Jean-Michel Six, bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc vous interveniez aujourd'hui dans notre conférence annuelle dans le cadre d'un tour d'horizon du marché de la dette. Alors peut-être un mot sur votre vision de ce marché particulier. Bien écoutez, je crois que l'année 2015 commence plutôt bien de ce point de vue-là, avec un soutien très actif des politiques monétaires en Europe, une abondance de liquidités et des signes de reprise économique qui ne peuvent qu'encourager, je pense, les investisseurs. Donc je crois qu'effectivement les perspectives aujourd'hui sur ce marché sont plutôt attrayantes. D'accord, très bien. Et peut-être de manière plus générale, quelle est votre vision des grandes tendances économiques actuelles et quelles sont les prévisions de Standard & Poor's, les prévisions de croissance au niveau européen et français? Alors au niveau international, on est dans une situation un peu nouvelle puisque vous avez d'une part aux États-Unis un resserrement de la politique monétaire qui incite à attendre une remontée des taux d'intérêt. Et à l'inverse, en Europe continentale, l'entame d'une politique monétaire beaucoup plus accommodante de la part de la Banque centrale européenne avec ce quantitative easing qui va consister en l'achat chaque mois d'à peu près 60 milliards de titres sur les marchés de la zone euro. Ceci, effectivement, va être un peu délicat à gérer dans le sens où ça risque de créer quand même un peu de volatilité. On l'a vu dans les dernières semaines, les taux avaient beaucoup baissé, ils ont remonté. L'euro avait beaucoup baissé, il a également un peu remonté lorsque les perspectives américaines se sont apparues un peu moins bonnes que ce que nous attendions. Mais au-delà de ces vicissitudes de court terme, je crois que les perspectives, en Europe en tout cas, sont celles d'une persistance de taux longs très très bas, tant que la Banque centrale européenne sera à la manœuvre, il n'y a pas à craindre de crash sur le marché obligataire européen. Et de ce point de vue-là, donc, nous attendons des taux d'intérêt à long terme, des taux à 10 ans, qui seraient pour l'Allemagne, en tout cas, aux alentours de 0,3, 0,4, ce qui reste extrêmement favorable. En matière de prévision de croissance proprement dite, l'alignement des planètes dont on a parlé à la fin de l'année dernière, c'est-à-dire baisse de l'euro, quantitative easing de la Banque centrale européenne, donc forte baisse des taux d'intérêt et évidemment forte baisse du prix du pétrole, cet alignement des planètes a naturellement déclenché une reprise de la croissance au premier trimestre qu'on commence bien à mesurer. Maintenant, ça, c'est un effet, c'est comme un canon à un coup, si vous voulez. Cette baisse du pétrole a eu lieu, c'est terminé, et le pétrole a eu tendance à remonter. L'euro s'est stabilisé, et puis les taux d'intérêt, on vient de le dire, sont plutôt bas, mais ils ne vont pas beaucoup baisser plus. Donc maintenant, il faut qu'il y ait des relais de croissance. Il faut que cette impulsion qui a été donnée, eh bien, elle soit relayée par des facteurs internes. Et c'est là que les pays qui, dans les années passées,
ont fait preuve du plus grand courage en matière de réformes structurelles, je pense à l'Espagne en particulier, sont les mieux à même aujourd'hui de capter les effets positifs de ce stimulus qui a été déclenché par des facteurs extérieurs, pétrole et politique monétaire. Et quel rôle, à votre avis, peut jouer le capital investissement, tant en France qu'en Europe, pour faire ce relais de croissance? Alors, on sait que l'une des grandes différences entre l'économie américaine et l'économie européenne, française en particulier, c'est effectivement le financement de la recherche, le financement des startups, le financement de petites entreprises amenées à créer des emplois, amenées à susciter l'innovation, etc. Autant aux États-Unis, nous avons déjà une grande richesse en termes de capital risque en général, autant en Europe, et en France en particulier, c'est quelque chose qui ne fait qu'émerger. Il est clair que, en comparaison, il est clair que c'est un secteur qui ne peut que profiter à l'économie, qui ne peut que créer des emplois. Et d'ailleurs, votre conférence ce matin a bien montré que, alors qu'il y avait une destruction nette d'emplois dans l'économie française depuis le début de la crise, dans le secteur marchand, les entreprises soutenues par les investisseurs ont créé des emplois. Donc là, on voit bien que tout ce qui peut soutenir et favoriser l'émergence d'un véritable capital risque ne peut que profiter à l'économie française. Là, je crois que c'est absolument incontestable, personne ne le conteste. La question, c'est comment vous mettez en œuvre de nouvelles politiques incitatrices et un environnement réglementaire qui soit à la fois évidemment sain, mais en même temps qui ne soit pas prohibitif ou rédhibitoire pour les investisseurs. Tout à fait, c'est tout le rôle de l'AFIC de faire l'intermédiaire avec les pouvoirs publics sur ce sujet. Exactement. Très bien, merci pour votre intervention, votre point de vue et on se retrouve dans très peu de temps pour parler du dernier sondage BCG IFOP en partenariat avec l'AFIC sur le moral des entrepreneurs. Rebonjour, toujours en direct sur notre live TV au pavillon Gabriel, alors que la conférence annuelle de l'AFIC bat toujours son plein. Nous sommes rejoints sur notre plateau par Jérôme Hervé, directeur associé senior au BCG, et Jérôme Fourquet, directeur du département opinion et stratégie d'entreprise à l'IFOP. Pour un point sur le baromètre de conjoncture BCG IFOP en partenariat avec l'AFIC, qui est un baromètre très intéressant pour le monde du capital investissement, puisqu'il mesure le moral des chefs d'entreprise accompagnés par le capital investissement français. Ça, c'est pour le dire assez vite, mais pour rentrer un petit peu plus dans le détail, même si tout ça est assez rapide, aujourd'hui en tout cas, pourquoi ce baromètre, Jérôme Hervé, dont c'est la deuxième vague? Alors, l'hypothèse, c'est que les entreprises financées par le capital investissement sont plutôt plus dynamiques que la moyenne. Et donc, si la croissance que nous attendons tous revient en France, manifestement, ces entreprises-là seront les premières à en bénéficier. Et donc, mesurer le moral de chefs d'entreprise qui sont soutenus par le capital investissement, pour nous, est un indicateur avancé de la conjoncture. Donc, ce baromètre AFIC BCG IFOP mesure tous les trimestres le moral de ces chefs d'entreprise et surtout leurs anticipations de croissance. Est-ce qu'on note du coup des changements par rapport à la première vague? Alors, effectivement, c'est la deuxième vague. Alors, la première vague, vous vous rappelez, on avait quelques signes encourageants pour la croissance. La très bonne nouvelle, c'est que ces signes encourageants se confirment et que cette tendance même s'accélère. Donc juste peut-être quelques chiffres, et tous les chiffres seront disponibles évidemment sur le site. On a maintenant 47% de nos chefs d'entreprise qui se disent optimistes sur leur capacité à réaliser leurs objectifs sur 2015, alors qu'ils n'étaient que 25%, donc moitié moins il y a moins de 3 mois, donc c'est vraiment manifeste. Et sur la croissance à proprement parler, on passe de 36% à 50% des chefs d'entreprise qui considèrent qu'ils auront de la croissance cette année. Et même un certain nombre pensent, significatif d'ailleurs, 20% considèrent qu'ils auront une croissance au-delà de 2 chiffres. Donc ça, c'est vraiment la confirmation, le changement, et ça va vraiment dans la bonne direction.
Et cet optimisme se traduit sur l'ensemble des indicateurs de notre baromètre, que ce soit l'investissement, on va y revenir, l'emploi et l'innovation. Alors, ce qui ne change pas, toutefois, c'est quand même le sentiment de ces entreprises que la fiscalité et le droit du travail restent deux freins à cette croissance et à ce moral qui pourrait sinon être encore plus au beau fixe. D'accord, mais plutôt des bonnes nouvelles, on comprend. Jérôme Fourquet, pour l'IFOP, je me tourne vers vous, plutôt sur les investissements, pour savoir comment cet optimisme justement se traduit côté investissement. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a souvent coutume de dire qu'il y a toujours un délai de latence important entre les indicateurs qui passent au vert sur le carnet de commandes et l'investissement. Mais comme nos entreprises, là, aidées par le capital d'investissement, sont un peu la pointe avancée de l'économie française, il y a une agilité, un dynamisme plus grand, et on voit que ce délai de latence, il va être beaucoup plus rétréci pour les entreprises qui sont aujourd'hui sondées dans le cadre de ce baromètre. Quelques chiffres, 42% des entreprises qu'on a interrogées envisagent d'accroître leurs investissements par rapport à la même période de l'année dernière, donc c'est une hausse de 13 points par rapport à la première vague. 13 points, donc c'est tout à fait significatif. C'est encore plus significatif si on fait la balance entre ceux qui envisagent d'investir davantage et ceux qui envisagent d'investir moins. Aujourd'hui, la balance, elle est à plus 20, elle était qu'à plus 3 lors de la première vague du baromètre. Donc on voit que l'investissement qui va être le moteur de la croissance, aussi sans doute de l'emploi dans un second temps, eh bien, il est au rendez-vous dans les entreprises que nous avons interrogées ici, qui sont investies par la FIC. Autre indicateur aussi encourageant, là on parlait de l'investissement en général, si on est uniquement sur l'investissement en R&D, qui est aussi une des spécificités de ce type d'entreprise, on est à 37% de ces entreprises qui envisagent d'accroître leur effort sur la R&D, c'est une hausse de 7 points par rapport au baromètre, à la vague 1 du baromètre qui avait eu lieu en fin d'année dernière. Donc là aussi, les indicateurs sont très encourageants et témoignent d'une accélération de la tendance qui est très encourageante. D'accord, donc côté investissement et côté emploi. Voilà, tout à fait. Je me retourne vers vous, Jérôme Hervé, pour savoir que voilà, il y a deux sujets quand même qui étaient importants, qui ont été importants, en tout cas qui ont eu un impact sur l'économie française, à savoir bien sûr la baisse du cours de l'euro et la chute du prix du pétrole. Ok, donc plutôt là-dessus, Monsieur Fourquet. Sur ces deux facteurs, qu'est-ce qu'on peut en dire et comment ça s'est traduit sur le moral des chefs d'entreprise? Là aussi, c'est très intéressant parce qu'on a une démonstration in vivo que ces entreprises investies par la FIC constituent une espèce de baromètre avancé et une caisse de résonance tout à fait sensible à ce qui se passe au plan économique global, notamment sur les deux paramètres que vous indiquez. Si on se place par exemple sur la question de la baisse du prix du pétrole, eh bien 54% des chefs d'entreprise qu'on a interrogés nous disent qu'ils ont ressenti un effet positif de cette baisse du pétrole. Alors ça ne veut pas dire que les 46 autres ont senti un effet négatif, il y en a beaucoup qui n'ont pas senti d'effet. C'est encore plus manifeste parmi les grosses entreprises, celles qui sont à plus de 30 millions de chiffres d'affaires, où l'industrie est surreprésentée. Là on monte à 73% qui ont ressenti un effet positif, donc il y a un vrai impact de cette baisse du prix du pétrole sur notamment certains secteurs. Et puis l'autre bonne nouvelle, l'autre bouffée d'oxygène exogène, c'est la baisse du cours de l'euro. Là aussi, 47% des entreprises interrogées dans le cadre de ce baromètre ont estimé qu'il y avait eu un effet positif. Alors c'est un peu plus nuancé, il y en a 15 qui estiment qu'il y a eu un effet négatif, peut-être parce qu'elles sont obligées d'importer un certain nombre de productions de l'étranger, et donc du coup la baisse de l'euro renchérit leur coût d'approvisionnement. Et quand on se place sur les entreprises de notre panel qui sont les plus exportatrices, c'est-à-dire celles qui ont plus de 25% de leur chiffre à l'export, eh bien là c'est 84% d'entre elles qui ont ressenti un coup de fouet positif avec cette baisse de l'euro. Donc là aussi, on voit une nouvelle fois que ces entreprises aidées ou investies par la FIC sont vraiment la pointe avancée et le fer de lance du dynamisme économique français, que toutes les bonnes nouvelles, elles les ressentent et les amplifient encore davantage que la moyenne. D'accord, donc pour résumer et le dire un peu vite, on peut donc dire que tous ces signes encourageants
dans ce baromètre tout ça sont des bonnes nouvelles pour l'économie française en général. C'est effectivement une bonne nouvelle. Enfin, on va avoir de la croissance, c'est sûr. T'es sûr, c'est dit ? C'est dit. On a un indicateur avancé de cette croissance. Maintenant, je pense qu'il faut rester prudent. Il y a quand même quelques éléments qui nous incitent à rester prudent, parce que cette croissance est encore fragile. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on interviewe des gens qui sont la pointe avancée, qui sont des gens dynamiques, qui sont financés pour la croissance. Et donc, il y a encore une marge de progrès. On passe de 25% de gens extrêmement positifs à 50%. Il y a encore 50% à aller chercher. Et donc, est-ce qu'on aura la taille critique pour vraiment confirmer l'arrivée de cette croissance? Ça, je dirais, on le verra dans les prochaines éditions. Et je pense qu'il faut encore attendre quelques mois. Et puis, deuxièmement, je dirais, il y a encore cet environnement sur la fiscalité et sur les conditions de travail qui posent quelques incertitudes. D'accord, donc tout ça peut être à confirmer pour la 3e, 4e vague. Effectivement, on voit également, autre élément important, que 34% des entreprises qu'on a interrogées envisagent d'embaucher davantage. Donc on a 50% qui sont optimistes, 42% qui envisagent d'investir davantage et 34% d'embaucher. Donc on voit bien qu'il y a un délai de latence qui existe, y compris dans ces entreprises-là. C'est quand même pas mal, c'est un tiers qui envisage d'embaucher davantage. Donc elles vont contribuer à l'effort de guerre, si je peux dire, dans la bataille contre le chômage, mais là aussi il faudra voir dans les vagues suivantes, et puis aussi si la conjoncture se confirme, que ces entreprises amplifient à leur tour l'embauche et le recrutement, ce qui aujourd'hui semble se dessiner. Il y a une progression de 8 points sur cet indicateur par rapport à la vague précédente, mais pour reprendre l'expression, il y a encore des marges de progression et des entreprises à aller chercher. Jérôme Fourquet pour l'IFOP et Jérôme Hervé pour le BCG, merci beaucoup pour cet éclairage sur donc ce baromètre en partenariat avec l'AFIC. De notre côté, toujours à la conférence annuelle du capital investissement, on va vous demander juste quelques minutes de patience et puis on va pouvoir se retrouver toujours en direct avec Axel Lemaire pour une retransmission de son discours. A tout de suite. Nous sommes désormais avec Denis Ladegaillerie, président fondateur de Believe Digital, et Alain Caffy, qui est président du fonds d'investissement Vintech. Et ça va être l'occasion d'aborder avec eux la relation d'un entrepreneur avec son fonds d'investissement. Donc bonjour à vous deux. Bonjour. Tout d'abord peut-être, Denis, est-ce que vous pourriez expliquer aux gens qui nous regardent en quoi consiste l'activité de Believe Digital? Believe Digital, c'est un distributeur numérique de musique. On travaille avec des artistes qui nous confient leurs droits. On travaille avec des artistes comme Grand Corps Malade par exemple en France ou Queen. Et on va distribuer leur musique ou leurs vidéos sur les services de streaming et de téléchargement qui vont être aussi bien iTunes que Spotify ou YouTube. Donc on est un intermédiaire entre ces artistes et les plateformes pour les aider à distribuer, diffuser leur musique et en faire la promotion. D'accord. Vous voyez quelque chose à rajouter? Peut-être un petit mot. Pourquoi nous, on s'est intéressé justement à cette activité? On s'est intéressé à cette activité parce qu'on voyait bien que le CD était en train de disparaître et que la façon d'écouter de la musique était en train de changer complètement. Et donc fondamentalement, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est disruptif, c'est les ruptures. Et Believe donc rentrait dans une rupture qui allait changer la façon d'écouter de la musique. D'accord. Et à quel moment, plus précisément, le fonds d'investissement Vintech est intervenu dans le projet de l'entreprise? On est rentré assez tôt. La société devait avoir 2 ans peut-être. Et j'avoue que d'ailleurs j'ai eu vraiment besoin de Denis pour comprendre sa vision de ce que serait le secteur de la musique, de où il allait. Et ça m'a pris un petit peu de temps. Effectivement, c'était très tôt parce que dans le caractère disruptif de la musique, en 2007, la musique numérique, ça restait un segment de marché qui était tout petit, qui était pas mûr du tout. Donc c'était vraiment très très tôt dans cette évolution du marché vers la transition digitale. Et pour la société, c'était effectivement très tôt, comme le disait Alain. À l'époque, la société avait 2 ans d'expérience, elle faisait à peu près 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, ça fait 10 ans, on va faire plus de 250 millions de volume de chiffre d'affaires l'année prochaine. Donc c'était le pari de la disruption était vraiment tout à fait au début.
Et donc l'apport de Vintech dans tout ça, en quoi Vintech a permis L'apport, je dirais globalement, il est double. Ce qui nous a attiré dans Vintech, c'était deux choses. C'était la connaissance du secteur, au-delà du besoin de financement, la connaissance du secteur et la dimension internationale. La connaissance du secteur, quand vous entrez dans une relation partenariale avec un investisseur pour une période de 7-8 ans très longue, c'est absolument essentiel d'avoir quelqu'un qui comprenne l'activité, qui soit capable de l'accompagner. Et la dimension internationale, par exemple, on regarde pour s'implanter en Chine depuis quelques mois. Le fait que Vintech ait une activité en Chine nous facilite le travail, nous facilite les introductions, la compréhension du marché. Donc je dirais, au-delà de l'investissement même, cette connaissance-là et cette compréhension sont des éléments qui ont été essentiels dans la relation de partenariat qu'on a eue ensemble. Vous voyez autre chose? Moi, ce que je voudrais dire, c'est que réciproquement, il y a deux choses qui nous ont attirés chez Believe. La première, c'est ce que j'ai dit, c'est la rupture et la vision du dirigeant. Et la deuxième, c'est que nous, c'est d'abord un métier de chasseur de tête aussi. Donc, ce qui compte, c'est pas seulement les idées, c'est avant tout l'exécution. Et donc, en tant que chasseur de tête, on a aussi été attiré par le dirigeant et son équipe. Et je pense que ça, il faut le dire toujours, parce que c'est toujours comme ça que ça marche. C'est vrai qu'on se rend compte un peu qu'il y a encore pas mal d'entrepreneurs qui sont un peu réticents à ouvrir leur capital à des fonds, qui ont peut-être des préjugés. Donc si certains entrepreneurs nous regardent, est-ce que vous auriez un conseil à leur donner à ce sujet? Ce que je dirais globalement, il y a deux choses à avoir en tête. Il faut avoir en tête le fait que ce qui compte, c'est d'abord l'intérêt de la société. Dans quel environnement concurrentiel elle se trouve et est-ce qu'elle a besoin de moyens financiers, de moyens humains pour se développer plus vite, pour rester concurrentielle. Donc d'abord la chose essentielle à avoir à l'esprit, c'est pas est-ce que je vais être dilué, c'est pas comment trouver un investisseur, c'est vraiment est-ce que j'ai besoin pour le développement de la société d'avoir cette association avec un investisseur. Et je dirais la deuxième idée essentielle à avoir en tête, c'est trouver l'investisseur dont les intérêts, dont la connaissance du marché soit alignée avec celle de l'entreprise. Parce qu'encore une fois, c'est un partenariat de long terme et cet alignement des intérêts dans le temps, il est absolument essentiel. Il fait gagner du temps sur des sociétés qui ont besoin d'un partenaire pour les accompagner vite et loin. Je donnerais peut-être deux conseils. Oui. Premier conseil, je crois qu'il y a une chose qui est quand même assez intéressante qui est en train de naître en France, c'est un écosystème, donc avec des business angels, des entrepreneurs, des serial entrepreneurs, etc. Donc peut-être d'aller chercher des conseils dans cet écosystème qui n'existait pas avant. Ça, je pense que c'est clé parce que l'écosystème peut apporter énormément à des entrepreneurs. Et la deuxième chose, c'est ce que nous on propose à nos dirigeants, c'est quand on veut un venture capitaliste chez soi, faire ses due diligence. Donc, par exemple, appeler les sociétés dans lesquelles Vintech a investi, parler à Denis Lac-de-Gaillerie, parler à d'autres dirigeants, et donc faire ce que nous on fait, c'est-à-dire de la chasse de tête, mais dans l'autre sens, et se dire, mais est-ce que je veux vivre avec ce gars-là pendant 7, 8, 9 ans? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un que j'ai envie de voir à mon board tous les mois? Je veux rencontrer de temps en temps pour échanger, quand je dis de temps en temps, on se voit au moins 2-3 fois par mois, pour échanger sur les axes de la société. Parce que c'est quand même un mariage à long terme. Exactement. Et ce qui est un élément essentiel, et effectivement, de dire les phases de développement de société, elles ne sont pas toujours linéaires, et le fait d'avoir un investisseur qui a construit une réputation, qui a une expérience dont on sait qu'il ne va pas partir en courant la première fois où le vent va souffler un petit peu fort, où il y aura un peu de grosses vagues, c'est un élément essentiel. Donc moi je l'ai fait quand Vintech a investi, parler à des chefs d'entreprise dans lesquels Vintech était déjà présent pour savoir comment ils ont réagi dans les temps de difficulté, quel partenaire c'est dans les boards, c'est effectivement un élément essentiel dans le choix d'un capital risqueur. Bon, merci pour le temps que vous nous avez consacré. Merci. Et quant à nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Hervé Geoffrey et Étienne Coste, associés EY, pour faire le point sur un partenariat entre l'AFIC et EY qui dure depuis presque 10 ans. De retour en direct sur notre Live TV, toujours sur le site de l'AFIC. Je vous encourage aussi à
tweeter avec le hashtag CAIC_2015 et de continuer à nous donner vos réactions. On est toujours en direct à notre conférence annuelle. On a eu Axel Lemaire et nous ont rejoint sur le plateau Hervé Geoffrey et Étienne Coste, associés chez EY, pour évoquer le partenariat AFIC-EY qui dure depuis maintenant presque 10 ans. Donc c'est un partenariat solide. Peut-être nous présenter d'abord les raisons de votre implication aujourd'hui au cœur de la journée annuelle du capital investissement. EY est effectivement un partenaire historique de l'AFIC, de très longue date. Et je crois que notre partenariat, en fait, il repose sur une envie commune d'anticiper et d'accompagner les tendances du marché du capital investissement. L'AFIC, et pour l'AFIC, en fait, il est très important d'être présent et de pousser en fait à la promotion de l'investissement en faveur du développement économique de la France et à pousser également à trouver des financements pour les entreprises et à pousser à la création d'emplois. Ce sont tous des thèmes qui sont chers à EY, puisque nous accompagnons de notre côté le Grand Prix de l'entrepreneur, que nous avons dans notre ADN une volonté de promouvoir l'entreprise et les entrepreneurs et que ça se traduit également par le fait que nous sommes un acteur assez important dans le domaine des transactions et du M&A. Donc notre partenariat avec l'AFIC, il prend plusieurs formes. Il y a eu historiquement pas mal de participation dans différentes commissions et notamment l'organisation de la conférence annuelle du capital investissement, d'autres commissions qui portent sur les statistiques de la profession, de manière à permettre à l'AFIC d'avoir les meilleures données qui permettent de justifier des actions qu'elle entreprend et de favoriser le développement de l'investissement en France. Et donc on est co-auteur de l'étude sur la performance nette du capital investissement ainsi que des statistiques d'emploi et de développement, du développement social, du poids économique et social du capital investissement en France. Une étude sur les pratiques ESG aussi, je crois, on a depuis cette année participé à la commission ESG, qui là aussi est un mouvement très important, je pense, que pour la profession, et avec une étude qu'on a publiée récemment sur ces sujets-là. Et quels sont, selon vous, les enjeux, vous êtes bien placé pour le savoir, auxquels le capital investissement doit faire face aujourd'hui ? Si on regarde en fait les tendances récentes, je dirais la crise financière en 2007-2008 a marqué quand même une rupture pour le capital investissement, pour le monde du capital investissement. L'environnement aujourd'hui pour l'ensemble des investisseurs est de plus en plus imprévisible, d'où des questions qui deviennent de plus en plus cruciales par rapport aux opportunités d'investissement qui sont offertes aux investisseurs du private equity sur le positionnement stratégique des entreprises, beaucoup de réflexions en matière de stratégie, beaucoup de réflexions également sur les aspects de timing et de sélectivité des acquisitions, mais également bon timing en matière d'acquisition et surtout bon timing en matière de cession dans un environnement qui bouge et qui nécessite pour les acteurs de s'adapter en permanence sur des scénarios qu'ils bâtissent et qu'ils anticipent, mais les choses se passent rarement comme elles sont prévues, d'où une nécessaire adaptabilité des acteurs. Et nous, on observe deux nouvelles tendances dans la façon de travailler des investisseurs. La première, c'est que pour répondre à ce monde de plus en plus compliqué qu'a décrit Hervé, c'est une spécialisation de plus en plus forte sur les secteurs de la part des investisseurs et de la part de l'ensemble des conseils qui les accompagnent, que ce soit des conseils stratégiques, financiers, juridiques, etc. La deuxième, plus récente et encore plus massive, je trouve, c'est l'importance du digital dans la façon dont les gens travaillent. Et ce, dans tous les secteurs. Le digital, ce n'est pas que les télécoms, la technologie, etc. Aujourd'hui, quand un investisseur regarde un investissement, il doit se poser la question de la maturité digitale de l'entreprise qu'il regarde. Et on voit que de plus en plus, il y a des problématiques de due diligence digitale pour savoir si une entreprise est à jour sur ce sujet ou bien s'il faudra investir pour la mettre à jour. Et ce sont des nouveaux sujets sur lesquels les investisseurs ont dû apprendre et sur lesquels ils aiment aussi s'entourer de plus en plus.
Toujours en direct sur notre live TV avec Hervé Geoffrey et Étienne Coste pour EY. Quelles sont les clés de la réussite du capital investissement et est-ce que, pour être un peu plus précis, il me paraît qu'il y a des secteurs un peu plus porteurs que d'autres aujourd'hui, s'il fallait faire le point? Les clés de la réussite sont toujours les mêmes, mais avec une pression plus forte dans les aspects d'anticipation et dans les aspects d'exécution. On retrouve toujours, en fait, pour les investisseurs, le fait d'avoir une très bonne équipe de management, de savoir la sélectionner au départ d'un projet, de savoir également travailler dès le départ les scénarios de sortie et de pouvoir en permanence mettre à jour ce scénario de sortie. Et puis aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est quand même d'aller chercher des points de croissance, d'avoir des projets plus basés sur la croissance que la récurrence des cash flows, et donc d'aller chercher cette croissance soit par les stratégies de build-up, soit par l'identification de cibles qui ont des potentiels de croissance importants et avec un accompagnement très fort des investisseurs, plus fort que probablement que par le passé, pour aider le management à aller plus loin et à avoir cette réflexion stratégique qui permet ensuite d'imaginer comment se développer à l'étranger, comment aller chercher de nouveaux marchés. En matière de secteur, je pense qu'il y a beaucoup de secteurs qui bougent. Moi j'ai en tête, par ma pratique et mon quotidien, le secteur de la chimie. On voit très nettement le déplacement des grands secteurs de la chimie de commodité vers la chimie de spécialité, et donc des désinvestissements qui sont assez nombreux et des opportunités pour des fonds d'investissement, parfois assez sectoriels. Le secteur de la santé aussi est un secteur qui bouge énormément. On l'a vu ce matin lors de la conférence par des exemples d'entrepreneurs qui se sont pas mal développés. Et puis, dans un secteur qui nous est cher également dans le capital investissement, c'est le secteur des télécoms, où on voit beaucoup d'opportunités. Oui, parce que comme toujours, les secteurs en mutation provoquent énormément de mouvements au sein de la chaîne de valeur. Donc, il ne vous a pas échappé en lisant la presse ou même en étant simple client que le secteur des télécoms, en France en tout cas, c'est profondément transformé. Et ça implique des mutations sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Ça implique aussi que c'est un marché qui est aujourd'hui plus concurrentiel qu'auparavant. Donc tous les gens qui avaient des actifs télécoms, dont ce n'est pas le cœur de métier, sont en train de s'en délester. Ce qui présente beaucoup d'opportunités en ce moment pour les investisseurs, et notamment pour les investisseurs en private equity. Voilà quelques-unes des clés de la réussite. Et des pistes de secteur. EY, donc fidèle partenaire de la FIC, on vous remercie. Et de notre côté, on poursuit ce live avec prochainement Dalayo. Et voilà, ce sera dans quelques minutes à suivre. Merci. Toujours sur notre live TV en direct sur le site de la FIC et depuis le pavillon Gabriel où se déroule et s'achève bientôt notre conférence annuelle. Nous sommes rejoints sur notre plateau télé par Stéphane Fakin, qui est le président du directoire de Daloyo. On aime beaucoup à la FIC, lors de nos conférences, avoir des regards d'entrepreneurs et valoriser des réussites. Celle de Daloyo, c'est un nom qu'on connaît, mais peut-être que c'est bien de rappeler pour ceux qui nous regardent et nous écoutent votre activité. Daloyo, qu'est-ce que c'est ? Daloyo est une marque en fait reconnue dans la gastronomie française, une marque très forte qui a 300 ans d'histoire, qui représente tous les savoir-faire de la gastronomie, que ce soit des glaciers, chocolatiers, traiteurs, pâtissiers. On a aujourd'hui tous les savoir-faire dans la gastronomie. On est aussi le représentant à l'international de la gastronomie française, qui est vraiment reconnu. On a aussi un savoir-faire sur l'activité événementielle réception, donc l'art de recevoir à la française. C'est quelque chose qu'on maîtrise parfaitement. Et on a aussi une autre activité complémentaire qui est aussi tout ce qui touche la vente au direct, le savoir-faire de l'offre snacking, du cadeau d'affaires, du plateau repas en France et à l'international. Oui, tout ça, ça nous connaît en plus à la FIC, les plateaux repas et savoir... Vous êtes des bons consommateurs. C'est ça.
Pour poser quelques jalons dans l'histoire de Dalloyau, son histoire plutôt récente, à quel moment le capital investissement est-il intervenu dans l'histoire de Dalloyau? C'est arrivé en 2009-2010. En fait, la marque Dalloyau a rencontré une impasse de trésorerie, a rencontré un déséquilibre bilanciel. C'est une marque qui n'a pas su rebondir au mode de consommation et à l'évolution du marché. C'est une marque qui n'était pas non plus dans une démarche de développement et le capital investissement était indispensable pour la sauvegarde de l'entreprise. D'accord. Est-ce qu'au départ, il y avait des a priori au départ ou est-ce que tout de suite on s'est dit on y va? Non, ça a été un soulagement. Ça a été un soulagement parce qu'aujourd'hui, les talents de la maison, les collaborateurs dans la globalité n'avaient pas de visibilité sur la continuité de la marque. Perceva, notre partenaire, a su, dès son arrivée, sécuriser l'emploi. Donc ça a été pour nous effectivement stratégique pour fidéliser nos équipes. Mais ils ont été aussi à l'écoute. Des talents, des collaborateurs. Ils ont compris rapidement notre problématique, les besoins de l'entreprise. Ce qui nous a aussi rassurés, c'est que Dalloyau est une entreprise du patrimoine vivant, une marque du comité Kohlberg, donc une marque de luxe reconnue. Il était vraiment stratégique de préserver cet ADN de la marque et Perceva a su le faire avec talent. D'accord, donc une qualité d'écoute et de compréhension. Ça a été une qualité d'écoute et de compréhension. Ça a été aussi un apport pour l'entreprise parce que tout d'abord ils nous ont conduits en fait sur le chemin de la croissance et de la performance avec effectivement une volonté de grandir et de se développer dans des délais records. Ils nous ont aussi apporté toute l'expertise opérationnelle et financière nécessaire pour le redéploiement de l'entreprise. L'expertise aujourd'hui nous a aussi permis de préparer l'entreprise et de la structurer pour accueillir notre développement et aujourd'hui effectivement c'est une entreprise qui est dans la performance. Aujourd'hui, vous le dites, Dalloyau est dans la performance. Peut-être, pour terminer, un conseil aux entrepreneurs qui nous écoutent et qui seraient peut-être encore hésitants à l'idée d'ouvrir leur capital. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Aujourd'hui, ce que je pense, c'est que pour vivre, il faut être toujours dans une démarche de croissance et de performance. Le développement, il est stratégique. Il faut aussi savoir s'adapter au marché. Et être à l'écoute aussi de nos clients. L'apport et l'expertise que peut apporter un fonds d'investissement est très riche pour une entreprise aujourd'hui. Tout d'abord, on a un objectif commun, c'est d'être dans la performance et d'être dans la croissance, mais elle permet aussi de moderniser l'organisation des entreprises. Dalloyau a été en difficulté en 2010. Aujourd'hui, elle véhicule une marque en développement mondial. C'est une marque qui a connu un rebondissement dans des délais records. Et je pense qu'effectivement, on fait partie des preuves effectivement, que le capital investissement est parfois stratégique. Ce qui est important surtout, c'est de partager les problématiques de l'entreprise, d'avoir des ambitions sur les 2 ou 3 ans à venir pour pouvoir projeter l'entreprise et être à l'écoute. Mais je les conseille fortement effectivement de rencontrer des acteurs clés dans le capital investissement. Eh bien, on espère que le message de Stéphane Fakin sera entendu. Merci d'avoir pu nous dire quelques mots sur notre Live TV. Dalloyau, donc, bel exemple, gastronomie française. On se retrouve très vite avec un autre partenaire, KCIS, qui viendront, deux de ses représentants viendront nous dire quelques mots voilà, pour poursuivre ce live depuis le site de l'AFIC à la conférence annuelle des investisseurs pour la croissance. Nous sommes maintenant avec René Pérez, directeur général d'Europe Events, et Olivier Millet, vice-président de l'AFIC. René Pérez, bonjour. Donc vous êtes, je le disais, directeur général d'Europe Events et à ce titre, vous organisez pour la première fois en 2016 l'IPEM, donc l'International Private Equity Market. Alors l'IPEM, qu'est-ce que c'est et pourquoi avoir choisi de débuter ce rendez-vous? Bien,
sur le constat que le private equity est devenu depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, et dans les toutes dernières années en particulier, une véritable industrie internationale, une communauté professionnelle internationale, et que, à l'instar de ce qui se passe sur d'autres secteurs d'activité, cette industrie a besoin, ça a été notre constat suite aux différents entretiens qu'on a eus, d'un grand rendez-vous mondial au cours duquel les échanges peuvent s'opérer, au cours duquel l'ensemble des maillons de la chaîne de valeur du private equity peuvent se rencontrer pour échanger, pour faire du business bien sûr, et pour générer de nouvelles opportunités de développement. Or, il n'existe dans le private equity aujourd'hui pas de rendez-vous mondial de cette nature. C'est à partir de là qu'on a décidé de lancer l'IPEM. À qui s'adresse ce rendez-vous? Alors comme je disais, à l'ensemble de la chaîne de valeur, le cœur évidemment, ça va être les GPs qui sont au cœur de cette chaîne de valeur. Et puis en amont, les LPs qui seront très largement invités à participer depuis l'ensemble du monde entier. Et puis enfin les corporates, les entreprises en participation, qui ont vocation à faire l'objet de prise de participation par des GPs, qui seront également invités en nombre et à l'échelon international. Alors sur ce dernier segment, peut-être plus d'Européens, parce que la première année, évidemment, il faut que l'événement puisse se construire. Et la présence des corporates sera plus européenne. En revanche, LPs et GPs viendront du monde entier. Autour de ça, bien évidemment, les advisors, cabinets d'avocats, les banques d'affaires, l'ensemble de l'écosystème qui contribue au private equity. Très bien, merci. Et Olivier Millet, donc vous êtes vice-président de l'AFIC, vous êtes aussi président du directoire d'Eurazeo PME. Et vous avez souhaité vous associer à cet événement, donc tant Eurazeo PME que l'AFIC se sont associés à cet événement. Pourquoi vous avez souhaité faire cela? Alors pour deux raisons. Hein. J'ai évidemment, en répondant aux questions aujourd'hui, j'ai deux casquettes. Et je parlerai plutôt avec la casquette de l'AFIC. Évidemment, tout ce qui vient d'être dit par René est un constat largement partagé. Les points de rencontre entre GPs et LPs sont de manière historique pas très bien organisés. On a de multiples conférences et je me suis trouvé sur les dernières années à rencontrer des LPs dans des couloirs et à faire des meetings dans des conditions de travail qui sont pas horribles, mais pas du tout efficaces. Et la proposition qui nous est faite par l'équipe de l'IPEM est pour moi une totale évidence de professionnalisation de notre travail, de relation avec l'écosystème. Alors comme ça se joue en France, l'AFIC, si on le voit de façon par la négative, on ne pouvait pas ne pas être participant à l'événement, et bien au contraire. L'ambition de l'AFIC est très forte. Le marché français est le deuxième marché européen. Nous avons des ambitions de développement pour le marché français. Nous avons un tissu d'entreprises de très grande qualité, une dynamique de GPs qui est absolument remarquable. Et comme d'autres, la difficulté de la rencontre entre le marché des GPs et des LPs. Et une des fonctions de l'AFIC est de soutenir cette rencontre. Alors on l'a fait de manière historique avec des roadshows, où on a emmené des GPs français rencontrer des LPs internationaux. Là, nous est proposé un plateau technique de travail qui va permettre de fluidifier la relation entre GPs et LPs. Donc, l'AFIC soutient totalement l'initiative de l'IPEM. Et ensuite, c'est à chaque GPs, donc quelques GPs français dont Eurazeo PME ont pris la décision d'être parmi les premiers participants lors de cet événement pendant 3 jours. Et je suis absolument convaincu qu'on aura un contingent français d'acteurs dynamiques qui trouveront évident d'organiser, de professionnaliser la rencontre avec notre écosystème prioritaire, qui est la relation avec des GPs qui peuvent être français, européens et on espère mondiaux. D'accord, merci. Je crois qu'on a bien compris l'intérêt de cet événement pour notre écosystème. Alors du coup, ça se passe où? Ça se passe quand?
Alors, comme le disait Olivier, l'important c'est aussi d'avoir le cadre de travail efficace et approprié pour réussir l'événement. Et on a choisi pour ça la ville de Cannes, parce que le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes est un outil particulièrement efficace. Il est attractif, on y va pour travailler, mais le fait que ce soit dans un lieu attractif, qui est une image internationale auprès des étrangers, ça compte dans leur, j'allais dire, facteur de décision. Et puis, il y a une capacité hôtelière à 10 minutes à pied du Palais des Festivals. Vous avez 4000 chambres d'hôtel de très bonne facture. Donc, tout ça est très efficace. Et d'ailleurs, Cannes a fait ses preuves à travers d'autres grands événements mondiaux dans d'autres secteurs d'activité. Il y a souvent l'image du Festival du film, mais il n'y a pas que ça. Il y a les grandes manifestations leaders dans le monde entier, dans le domaine de la distribution de luxe, dans le domaine de l'audiovisuel, de l'immobilier, et on espère faire aussi de Cannes un jour la capitale du private equity. Et ça sera donc du 17 au 19 février prochain, 2016. C'est maintenant dans quelques mois et on s'attache à préparer ça d'arrache-pied. Merci pour votre temps. Donc du 17 au 19 février, venez nombreux. Et on se retrouve dans 5 minutes avec Jean-Michel Six, économiste en chef Europe chez Standard & Poor's. Pour terminer, Édouard Eloi et Walid Mounawir de KCIS Investor Services. Alors bonjour à vous, bienvenue. Bonjour. Est-ce que vous pourriez peut-être vous présenter pour les gens qui nous regardent? Oui, alors moi je suis Édouard Eloi, je suis en charge de l'innovation des produits au sein de KCIS sur les métiers de private equity, de real estate et de titrisation. C'est-à-dire que je suis en charge de l'imagination de nouveaux produits, de la mise en marché de nouvelles offres pour nos clients. Bien, bonjour et ravi d'être parmi vous. Je suis Walid Mounawir et je suis en charge du business et du service delivery des activités de private equity à Paris. De KCIS Bank à Paris, voilà. Et quelle est l'activité exactement de KCIS juste? Alors KCIS, c'est une banque filiale du Crédit Agricole et de Natixis qui regroupe environ 3500 collaborateurs partout dans le monde, avec des implantations majeures au Luxembourg, en France, en Allemagne, aux États-Unis, à Hong Kong. C'est une activité de banque d'asset servicing, de dépositaire. Voilà pour l'essentiel de son activité. Et alors, qu'est-ce qui vous différencie de vos confrères qui ont une activité un peu similaire? Alors, avant de parler de la différenciation de KCIS vis-à-vis de ses confrères, on peut peut-être revenir sur l'activité de private equity, de real estate, de titrisation, qui regroupe en France 200 personnes. Donc c'est quand même important, dont 60 en France, 200 en Europe et 60 en France. Nous travaillons activement sur des offres pour accompagner le mouvement du marché du private equity, comme il a été relevé aujourd'hui par Laurent. Je crois que Walid a quelque chose, un certain nombre d'éléments à rajouter sur ce point. Oui, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que le private equity fait partie des axes de développement stratégique du groupe KCIS. Donc il y a dans les métiers d'asset servicing différents métiers, notamment le clearing des dérivés listés, mais il y a aussi le private equity, les services aux gérants de private equity et aux investisseurs private equity. Et la direction de KCIS a décidé d'en faire un axe de développement stratégique. Et donc, dans cette réflexion-là, nous avons lancé de nouveaux produits, notamment le middle et le back de middle des gérants de private equity. L'idée étant de développer une large gamme de services qui permet aux investisseurs finaux d'avoir une vue la plus transparente des investissements réalisés dans les participations sous-jacentes, la plus vaste possible. Donc ça, c'est un point majeur de différenciation. Il y a aussi donc, sur cet axe d'outsourcing, de middle office, ça permet d'accompagner les sociétés de gestion dans le phénomène aujourd'hui dont on parle beaucoup de consolidation du secteur. Laurent Durdy, tout à l'heure, dans sa présentation, en a parlé. Les secteurs, les sociétés de gestion se concentrent les unes avec les autres. Donc il y a des sujets de back-office et d'organisation de ces sociétés. Et KCIS a la prétention et le savoir-faire pour les accompagner. Un autre point qui est important de souligner en termes de différenciation, c'est que nous sommes aussi un financeur des fonds d'investissement, c'est-à-dire que nous mettons en place pour les fonds d'investissement des solutions d'equity bridge financing, où nous, KCIS Bank, prête aux fonds, ce qui permet en fait aux fonds de gérer les appels de fonds, leur taux de rendement interne, mais aussi de rendre prédictible leur cash flow, ce qui est absolument essentiel aujourd'hui pour les LPs. Ça, c'est vraiment un point essentiel chez nous. Voilà. Et nous finançons sur des montants à partir de 30 millions d'euros jusqu'à plusieurs centaines de millions d'euros.
Voilà. Peut-être un dernier point, vous êtes aujourd'hui sponsor de la conférence annuelle. Qu'est-ce qui a motivé cette décision de KCIS d'accompagner la FIC sur cet événement? Nous sommes effectivement ravis d'être parmi vous ici à l'occasion de cette matinée. Sous le soleil. Sous le soleil et dans des manifestations qui ont de plus en plus de résonance. Pour nous, c'est absolument essentiel d'être dans cette chaîne de valeur, d'être visible, de rencontrer les investisseurs mais aussi les gérants de fonds. Voilà, donc c'est... Et aujourd'hui, la FIC, c'est l'endroit où il faut être the place to be today. On va pas vous contredire sur ça. Voilà. Très bien, merci pour votre temps. Merci beaucoup. Merci à vous. Et c'est tout pour cette matinée d'interviews en direct. Toutes les interviews seront bientôt disponibles sur YouTube, donc vous pourrez les revisionner. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un prochain événement.